Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et la stratégie des frontières russes. Depuis des siècles, la Russie ne voit pas ses voisins comme de simples États souverains, mais comme des zones tampons stratégiques qu'elle doit contrôler pour sa sécurité. Cette obsession frontalière n'est pas née hier. Elle a ses racines dans l'Empire tsariste, a été institutionnalisée sous l'URSS et elle perdure sous Vladimir Poutine. Pour comprendre les guerres récentes, de l'Ukraine à la Géorgie et même les tensions avec la Finlande et le Japon, il faut d'abord comprendre la logique profonde de Moscou. Protéger ses frontières en les repoussant toujours plus loin. L'Empire russe s'est bâti par des conquêtes successives, Sibérie, Caucase, Asie centrale, Europe de l'Est. Cette expansion a façonné une mentalité où la frontière est toujours provisoire. Sous les tsars, on redessinait les cartes pour diviser les peuples, contrôler les routes stratégiques et intimider ses voisins. Cet héritage impérial ne s'est jamais vraiment dissipé. Aujourd'hui encore, Moscou raisonne en termes d'influence régionale et de zones d'intérêt qu'elle estime légitimes. Cette vision explique pourquoi la Russie est prête à employer la force pour garder ses voisins sous contrôle. Avec la naissance de l'URSS en 1922, la logique impériale s'est modernisée. Officiellement, l'Union était une fédération de républiques égales. En réalité, tout était centralisé à Moscou. Staline n'hésitait pas à manipuler les frontières pour créer des tensions futures, accorder une autonomie théorique à des régions ethniquement distinctes tout en les maintenant sous tutelle. Après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS a aussi transformé l'Europe de l'Est en un vaste glacis défensif de satellites communistes. Cette politique a semé les graines de nombreux conflits frontaliers qui ressurgiraient après la chute du régime. En 1991, la chute soudaine de l'URSS a transformé les anciennes frontières administratives en frontières internationales. 15 États indépendants sont apparus presque du jour au lendemain, mais les populations, les économies et les identités étaient encore imbriquées. Des millions de Russes se sont retrouvés hors des frontières de la Russie. Moscou a vu ces nouvelles frontières non pas comme fixes, mais comme des lignes à corriger ou influencer. Résultat, une série de conflits gelés a émergé, dans lesquels la Russie s'est présentée en fausse force de paix pour maintenir son emprise. Après 1991, la Russie était affaiblie mais pas résignée. Dans des endroits comme la Transnistrie en Moldavie ou l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud en Géorgie, Moscou a soutenu des mouvements séparatistes. Ces conflits gelés empêchent les pays concernés d'adhérer à l'OTAN ou à l'UE. C'est une stratégie cynique mais efficace. En entretenant une instabilité chronique, la Russie garde ses voisins dans sa sphère d'influence. Ces tactiques ont été répétées en Ukraine après 2014, confirmant la doctrine du Kremlin, créer et maintenir des zones grises pour bloquer l'Occident. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 1999, la priorité est claire, restaurer la puissance russe. Il lance la deuxième guerre de Tchétchénie avec une brutalité extrême pour montrer que toute velléité d'indépendance sera écrasée. Ensuite, il reconstruit l'armée et l'économie grâce aux revenus énergétiques. Au niveau international, il relance l'idée d'une sphère d'influence légitime autour de la Russie. Poutine voit la chute de l'URSS comme une tragédie et s'est donné pour mission d'en corriger les conséquences. Aucune frontière n'illustre mieux ce drame que celle de l'Ukraine. Indépendante depuis 1991, mais historiquement vitale pour Moscou, l'Ukraine est perçue comme la clé de la sécurité russe. En 2014, après la révolution pro-européenne de Maïdan, la Russie annexe la Crimée et attise la guerre dans le Donbass. En 2022, Poutine va encore plus loin, une invasion totale pour renverser le gouvernement de Kiev et ramener l'Ukraine dans l'orbite russe. Mais le plan échoue, la résistance ukrainienne, le soutien occidental et les sanctions plongent la Russie dans une guerre longue et coûteuse. Aucune frontière n'illustre mieux ce drame que celle de l'Ukraine. Indépendante depuis 1991, mais historiquement vitale pour Moscou, l'Ukraine est perçue comme la clé de la sécurité russe. En 2014, après la révolution pro-européenne de Maïdan, la Russie annexe la Crimée et attise la guerre dans le Donbass. En 2022, Poutine va encore plus loin, une invasion totale pour renverser le gouvernement de Kiev et ramener l'Ukraine dans l'orbite russe. Mais le plan échoue, la résistance ukrainienne, le soutien occidental et les sanctions plongent la Russie dans une guerre longue et coûteuse. Ironie tragique, l'agression russe a provoqué ce qu'elle voulait éviter. La Finlande, qui entretenait une prudente neutralité depuis la guerre froide, a rejoint l'OTAN en 2023. L'invasion de l'Ukraine a convaincu les Finlandais qu'aucune diplomatie ne garantissait la paix avec Moscou. Résultat, la frontière directe OTAN-Russie s'est allongée de 300 km. Ce revirement montre comment la politique agressive du Kremlin produit souvent l'effet inverse. Au lieu d'affaiblir l'OTAN, elle le renforce.
Autre voisin essentiel, la Chine. Malgré une frontière longue et une histoire marquée par la rivalité, les deux pays ont aujourd'hui des intérêts stratégiques communs, contester l'ordre américain. La Russie vend ses hydrocarbures à la Chine et reçoit un soutien diplomatique, même si Pékin reste prudent. Mais l'équilibre est inégal. La Russie devient le junior partner, dépendante des achats chinois. Et sous la surface, des peurs persistent côté russe sur la domination démographique et économique chinoise en Extrême-Orient. Dans le Pacifique, la Russie a un autre contentieux gelé, les îles Kouriles. Occupées par l'URSS en 1945, elles sont toujours revendiquées par le Japon. Sans accord, les deux pays n'ont jamais signé de traité de paix formel après la Seconde Guerre mondiale. Moscou refuse toute restitution et renforce sa présence militaire sur ces îles. Ce différend est symbolique des guerres gelées qui empêchent la normalisation des relations et consolident la posture militaire russe. Autre région cruciale, le Caucase. Après la chute de l'URSS, la Russie a joué les arbitres dans les conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le Haut-Karabakh. En 2020 puis 2023, l'Azerbaïdjan a reconquis la région malgré la présence de soldats de la paix russe. Résultat, Moscou a perdu de son influence sur Erevan qui se tourne désormais vers l'Occident. Ce recul stratégique souligne les limites actuelles de la politique frontalière de Moscou, affaiblie par la guerre en Ukraine. En somme, la politique frontalière de la Russie n'est pas seulement un problème de lignes sur une carte. C'est une vision du monde hérité d'un passé impérial qui refuse de disparaître. Tant que Moscou verra ses voisins comme des vassaux ou des zones tampons, les conflits resteront inévitables. Cette logique qui a façonné l'Ukraine, la Géorgie ou les tensions avec la Finlande et le Japon menace la sécurité de l'Europe et de l'Asie tout entière. Pour la Russie, abandonner cette mentalité impériale serait le premier pas vers une paix durable. Mais ce choix n'appartient qu'à elle. Alors maintenant, la vraie question, c'est jusqu'où la Russie est-elle prête à aller ? Et surtout, combien de temps encore le monde restera-t-il spectateur de cette stratégie de fragmentation, de guerre lente et d'influence par le chaos ? Car tant que la frontière est perçue à Moscou comme une arme, alors chaque voisin est une cible potentielle. Mais rien n'est figé, l'histoire avance. Et peut être que la plus grande menace pour la Russie, ce n'est pas l'OTAN ou l'Occident, c'est l'effondrement de sa propre illusion de contrôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce que vous avez vu ici vous a appris quelque chose, alors abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. L'algorithme n'aime pas ce genre de contenu, mais vous pouvez changer ça.